matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie et auteur de Une histoire naturelle de l'homme aux éditions L'Artilleur et votre dernier livre, Comprendre l'incroyable écologie aux éditions Salvatore. Bonjour Bertrand Alliot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Pardon pour notre retard, prie. mais on pourra compenser de l'autre côté. Alors d'abord, on parle, c'est intéressant parce qu'on parle depuis tout à l'heure du fait religieux. Eh bien, ce fait religieux, il est présent également, et vous le dites clairement dans ce livre, dans la nouvelle écologie, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, vous faites une distinction entre l'écologie des écologues, donc une écologie qui serait une recherche scientifique, et l'écologie des écologistes. On va revenir sur cette distinction. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qui vous est arrivé, puisque vous en parlez vous-même dans votre livre, et puis votre préfacier en parle également. Vous dites « Le simple fait d'avoir exprimé des critiques à l'encontre de l'écologie m'a valu d'être considéré comme un traître à la cause. Et j'ai même récemment perdu le poste de direction que j'occupais à l'université pour, je cite, « mauvaise pensée écologique ». Je connais donc bien ce courant de pensée, et le recul que j'ai acquis ces dernières années me permet d'en proposer une analyse simple et lucide du phénomène. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise pensée écologique et comment est-ce possible de devenir traître à la cause quand on fait de la recherche ? Oui, alors merci de votre invitation. Alors la préface est faite par Chantal Delsol pour Information. Je crois qu'il y a un petit problème de communication du bouquin et le préfacier est uniquement indiqué sur la couverture. Donc en fait, oui, effectivement, j'ai été dans le début de mes fonctions à l'université il y a quelques mois. En fait, pourquoi ? Parce que je développe tout simplement une critique du catastrophisme écologique. Et sur un sujet d'ailleurs qui vient de façon très forte remplacer la crise du climat, c'est la crise de la biodiversité. Je suis un spécialiste de cette question, en tout cas j'ai une longue expérience, et je critique le catastrophisme sur ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est pour cette raison-là que certains enseignants-chercheurs ont cru bon de s'acharner contre moi, de même que tous les syndicats de l'université, alors que j'avais un poste uniquement administratif à l'université Gustave Eiffel, sans aucune, ce n'est pas moi qui définis la recherche, je m'occupe, encore une fois, je suis un exécutant. Et donc le président, après avoir défendu de longues semaines, a décidé au dernier moment, vu la bronca que ça a créé, de me démettre de mes fonctions. Donc voilà à quoi mène le fait de critiquer finalement une forme de religion, oui. Mais ces syndicats... D'ailleurs, c'est la preuve. S'il y a un dogme, c'est qu'il y a une religion. Oui, non, mais tout à fait, on va revenir là-dessus. Ces syndicats, quels étaient leurs motifs énoncés contre vous ? En fait, c'est qu'ils estiment. Alors, il y avait quelque chose de caché d'abord, c'est qu'ils ont dit quand même, pas seulement d'ailleurs entre les lignes, c'est que, vous savez, dès que vous vous exprimez dans certains médias, ça ne correspond pas à l'idéologie universitaire, oui. Et vous êtes, condamné. Et donc, par exemple, je m'exprime de temps en temps dans Valeurs Actuelles, dans le Figaro, chez vous et ailleurs. À quelle horreur. Et ça ne plaît pas. Vous vous rendez compte de la faute que j'ai faite. Donc ça, c'est un peu le non-dit de l'histoire, bien que parfois ce soit dit. Ils ont fait des communiqués de presse contre moi, notamment, où c'est dit clairement. Il y a eu une attaque aussi assez importante, je ne l'ai pas dit, de Mediapart, qui a fait une enquête sur nous. Et c'est ce qu'il y a aussi, et qui est d'ailleurs article qui est sorti au bon moment, juste au moment de ma nomination à l'université. Du coup, j'en ai oublié votre question. Non, mais quels étaient les éléments, les arguments des syndicats contre vous à part alors c'est tout simplement parce que je ne suis pas dans la doxa, c'est-à-dire qu'il y a un alarmisme au niveau de tous les sujets écologiques aujourd'hui. Et à partir du moment où vous n'entrez pas dans ce récit, eh bien, vous êtes considéré comme, oui, effectivement, un traître à la cause, mais quelqu'un qui qui est un anti-science, en fait, alors que la science n'a rien à voir avec tout ça. Enfin, en tout cas, la science aujourd'hui est un peu manipulée. Quand on dit la science, on se demande à quoi on fait référence, en fait. La science, ça n'existe pas par définition. Il y a des courants. Il y a des démarches scientifiques, Oui. il y a des courants scientifiques, il y a des articles scientifiques, mais vous savez, il y a des milliers d'articles scientifiques dans les revues à comité de lecture qui s'opposent et parfois qui sont dans l'erreur totale. Parce que c'est pas la bonne théorie, c'est pas la bonne thèse, ou des articles qui disent d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai étudié telle chose, j'arrive à cette conclusion qui est que voilà, je ne peux rien dire sur ce que je suis en train d'étudier, ou j'étudie tel facteur, ce n'est pas probant, etc. Vous voyez, c'est beaucoup plus
oui, incertain que ce qu'on veut bien nous faire croire. Oui, bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs très intéressant parce que vous êtes plongé dans votre livre à travers cette analyse de l'écologie, de ce courant, de ce panel, on va dire, et de ce qu'il représente vraiment. Et en regardant, finalement, vous vous dites, c'est clair, beaucoup parlent par exemple, de réchauffement climatique, parce que maintenant c'est le climat, évidemment. Vous revenez sur l'histoire de cette écologie et des différents grands thèmes, mais aujourd'hui on est arrivé dans le climat. Mais tout le monde n'est pas d'accord dans ce panel écologique sur la cause. Est-ce que c'est enfin, beaucoup sur la cause anthropologique, mais est-ce que c'est une cause sur laquelle qu'on peut remédier, qu'on ne peut pas remédier? Enfin voilà. En fait, et vous montrez que déjà rien que le courant écologique lui-même a des divergences. Et ensuite, évidemment, on devrait pouvoir s'opposer à cette théorie entre guillemets du réchauffement climatique dû à l'homme et sur lequel nos actions jouent. Voilà, si on veut. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'interroger sur le rôle de cette action punitive qui est jouée par notre gouvernement, par les gouvernements en général au sens international. Et vous le faites, Bertrand Alliot, et finalement, c'est ce qui vous vaut aujourd'hui l'attaque de l'ensemble des institutions du milieu. Bah, disons que ce que je fais, alors sur la question climatique, alors vous dites que c'est la crise du moment ou c'est le thème du moment Oui, sur l'écologie. Je pense qu'on est plutôt vers la fin justement parce oui, que les récits s'épuisent et qu'on est en train de passer à celui de la oui, biodiversité. c'est ce que C'est vous dites. Oui, extrêmement oui, net. oui. Sur l'océan, par exemple, la grand-messe sur l'océan, d'ailleurs, c'est une chose assez caractéristique qui a eu lieu la semaine dernière, c'est que ça mêle à la fois les deux sujets, climat et biodiversité. Mais on se demande si ce n'est pas un passage de témoin Ah justement oui, entre deux crises, puisque comment dire, la caractéristique de l'écologie depuis qu'elle existe, c'est de changer de crise au fil du temps. oui. La crise du climat elle-même est une crise de remplacement par rapport à d'autres crises qui venaient avant, l'énergie nucléaire, la démographie, ça a été très important. Vous parlez des pluies acides, Euh, voilà, à chaque et fois il y a voilà, une les pluies crise. acides, etc. Ça, Une c'est crise très. de remplacement. Si on peut s'arrêter là-dessus 2 secondes, parce que Bertrand Oui, Maillot, c'est intéressant dans votre livre. Justement, on voit qu'à chaque fois, on va dire le mantra, ce qui est censé nous unir pour cette même cause change. Et finalement, d'un seul coup, on oublie complètement la cause d'avant, on passe à une autre, peut-être parce que la première, elle marche plus, tout simplement parce qu'on a vu que c'était pas voilà. Ou vrai. la couche d'ozone, par exemple, Oui, la couche aussi d'ozone, évidemment. totalement Ouais. disparu, alors que ça a été absolument colossal dans les médias à une certaine époque, hein, Oui, des questions pour de de ceux qui sont réparer la assez vieux couche pour s'en d'ozone. souvenir. Oui, on parlait beaucoup de tous ces sujets. Oui. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que il y a en fait la crise n'est qu'une sorte de prétexte, et c'est en cela que c'est religieux et dogmatique, c'est que la crise permet d'avoir un discours eschatologique du salut. C'est ça l'écologie, c'est j'identifie une crise et j'imagine des politiques de salut public. Donc c'est pour sauver l'humanité, sauver la civilisation, mais aussi me sauver moi-même, puisque nous sommes des mortels. Donc on a Hmm, toujours besoin de parler du salut. Et quel est l'élément qui prend en charge la question du salut chez les hommes? C'est la religion oui, ou d'ailleurs l'idéologie. Donc je pense que nous sommes dans ce cadre-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic de crise, il permet l'idéologie du salut ou la question du salut. Donc si vous enlevez la crise, vous enlevez cette aventure vers le salut. Si vous n'avez pas de Judas, par exemple, vous si n'avez vous pas n'avez de pas Jésus. d'apocalypse, vous n'avez pas voilà, de renaissance. Voilà, on a Oui, toujours cette fin du monde en fait qui doit être évoquée. voilà, sans Judas, vous n'avez pas de Jésus. Et donc, vous avez besoin d'une crise pour faire apparaître un discours eschatologique du salut, quoi. Et donc, en fait, ça change. Pourquoi? Parce que les crises qu'on avait identifiées, elles se matérialisent jamais. Donc, à un Mm. moment, vous vous épuisez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par exemple, sur la démographie, on a Oui, eu une grosse, vous voyez, le Club de Rome dans les années 70. Donc ça a été, vous me voyez toujours, parce que j'ai un petit oui, problème de on batterie vous voit apparemment. tout à fait. Donc la démographie a été une chose importante, mais on est passé à autre chose, quoi. Et donc sur le climat, ça fait un moment qu'elle est là, cette crise, et il y a des raisons d'ailleurs qui expliquent sa longévité, je dirais. Mais en tout cas, on est en train de passer à une autre, je pense, à celle de la biodiversité. Et le climat, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a si vous voulez, on constate tous qu'il y a un changement climatique qui est pas hyper élevé d'ailleurs par rapport à certaines autres périodes de l'histoire. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a un changement climatique qu'il y a une crise climatique qui nécessite des politiques de salut public, quoi. Il faut peut-être pas exagérer. Et Alors, donc, oui. non, non, comme vous parlez du Club de Rome, je voudrais encore revenir un peu là-dessus, parce que c'est intéressant ces scénarios, et c'est intéressant de voir que le temps des scénarios et de la réalisation de ces scénarios est passé, que finalement, non, on n'est pas du tout dans le schéma dramatique. C'est quand même aussi un petit peu d'espoir pour nous tous, parce qu'en ce moment, on dit tous qu'on va mourir demain.
eh bien, en tout cas, peut-être pas forcément des annonces faites par comment dire, ces projections, voilà, qui sont faites par des écologistes, on va dire, pour pas dire autre chose. Alors, le Club de Rome donc, a publié un célèbre rapport en 1972, que vous vous rappelez, hein. Et donc, Oui. il y a 12 scénarios pour l'humanité à l'horizon 2100 qui prévoient tous, à l'exception d'un seul, un effondrement assez brutal de la population dû aux pénuries alimentaires, aux pénuries de matières premières et au niveau trop élevé de pollution. Donc en gros, bon, on va tous mourir d'ici 2100. Et en fait, bon, bah, vous montrez clairement que ce rapport est tout à fait dans le faux parce que la population est bien plus importante qu'à l'époque. On est aujourd'hui, en 2023, à 8 milliards d'habitants et que pour le moment, aucune catastrophe ne s'est produite, contrairement à ce qui était annoncé. Donc on est loin des projections finalement qui étaient déjà faites à l'époque par le Club de Rome. Et le problème, c'est qu'on est toujours sur des projections, que ce soit le Club de Rome ou après, le GIEC et d'autres, vous les citez. Et ces projections, à chaque fois, nous disent c'est la fin du monde d'ici allez, 50 ans, 100 ans, quand on est sympa. Il faut réagir. Et pour ça, maintenant, aujourd'hui, il faut punir, parce qu'il y a eu plusieurs évolutions. Et vous montrer que tout ça est évidemment faux, dans l'erreur. Ah oui, ce sont des projections qui ne se sont pas produites, hein, comme d'ailleurs le premier candidat à l'écologie en France en 74, René Dumont, qui est avec son verre d'eau à la télévision et qui dit avant la fin du siècle, on est en 1974, l'eau manquera. Hmm. Bon, ben, l'eau n'a pas manqué. Al Gore a dit le même genre de conneries. En fait, oui, ce sont des projections qui ne se matérialisent pas. Donc en fait, l'écologie se trouve coincée entre, si vous voulez, elle attend la crise, l'écologie. Et elle attend une réaction salvatrice à la crise. Vous Hmm. voyez, elle est coincée entre une attente, entre deux attentes, l'attente de la crise et l'attente de la réaction salvatrice. Et c'est d'ailleurs pourquoi, au milieu de tout ça, dans cette attente, elle crée de l'idéologie à foison, en fait, et des idées incroyables comme on en voit tous les jours dans les médias. Oui. Donc, il y a des erreurs assez grossières. En fait, je dis pas, moi, que peut-être que qu'il y aura des gros problèmes pour l'humanité dans l'avenir, hein, c'est tout à fait possible, mais je pense que c'est pas sur les sujets qu'on a identifiés, mais ça peut être aussi sur des sujets qu'on n'a pas encore identifiés. Enfin, vous pouvez avoir pour le coup, une météorite qui va nous tomber sur le coin de la figure. Là, il y aura une vraie crise, hein, c'est tout à fait clair, hein. Hmm. Ou un immense volcan comme celui du Yellowstone, s'il se réveille, on peut être vraiment mal barré, hein. Et donc là, Merci de nous vraiment, remonter le il y a des moral, sujets. Bertrand. Oui, On était en train excusez-moi. d'évacuer les raisons. Déjà qu'on a la guerre nucléaire en Iran, alors maintenant, tout va bien, quoi. Non, Oui. non, mais Mm. c'est quand même assez peu probable. Mais moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. En tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui anti-CO2 ne servent absolument à rien puisqu'elles ont eu absolument aucun résultat. Oui, tout à Donc, je fait. pense qu'il faut passer à autre chose, quoi. Voilà, alors ça c'est intéressant parce que vous dites finalement l'écologie punitive que nous connaissons aujourd'hui n'apporte absolument pas le résultat qu'il faut. Il faudrait pratiquer une autre forme d'écologie. Et d'ailleurs, je rappelle que vous n'êtes pas Ouais. un anti-écologiste primaire dans le sens où, et vous le rappelez au début de votre livre, vous êtes un amoureux de la nature. Et c'était d'ailleurs vos premières recherches sur le sujet. Donc finalement, quelle serait l'écologie, on va dire, positive, Ouais. l'écologie intelligente, on va dire l'écologie de bon sens qu'il faudrait appliquer aujourd'hui? Alors, en fait, je ne suis pas tellement pour une autre écologie, d'une certaine manière, parce que moi, c'est un livre, ça fait très longtemps que je réfléchis à ces questions, ça fait plus de 30 ans. Et ce livre, c'est vraiment une façon simple pour comprendre ce qu'est l'écologie. Vous m'entendez toujours Oui, là? oui, tout à fait. Ouais. Oui, excusez-moi. Donc, c'est pour comprendre ce qu'est l'écologie. Et en fait, ce que j'essaye de montrer, et de façon simple et comment dire, décontractée, hein, on n'est pas là pour exciter, c'est que il faut faire une différence entre l'écologie et l'environnement. L'environnement, c'est la gestion des pollutions, des nuisances et des risques. En fait, c'est extrêmement simple. Et ça vient toujours en second, c'est-à-dire ça vient corriger des effets pervers de notre développement Mm. économique, par exemple. Mm. L'écologie, en fait, c'est une forme, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la mise en scène d'une crise écologique et la nécessité de faire des politiques de salut public radicales. C'est pour ça qu'on a ces politiques finalement de décroissance qui sont mises en œuvre à l'échelle européenne via le pacte vert. Et l'écologie, quel que soit, je veux dire, quand on utilise le mot, c'est toujours ça, c'est faire cette référence à cette crise et à ces politiques radicales qui, en toute cohérence, sont nécessaires. Donc moi, ce que je dis simplement, mais je ne le, je, ne- enfin,
Et je pense qu'on va revenir à des politiques d'environnement. C'est-à-dire, on se sort de cette idée que nous sommes prisonniers d'une crise et on va simplement revenir à ce qu'était l'environnement ou il est dans d'autres pays sur la planète. C'est simplement des politiques mises en œuvre pour corriger des effets pervers de notre développement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces politiques ne sont jamais prioritaires dans la mesure où, si vous voulez, une politique prioritaire, c'est ce qui conditionne la survie. En fait, l'écologie, c'est faire de la question environnementale un sujet de vie ou de mort. Oui, C'est oui. ça l'écologie. Vous voyez, c'est toujours la question d'environnement, mais mis à un niveau existentiel qui nous fait complètement déraisonner, en fait. Donc, il faut revenir à l'environnement. Sans le niveau, c'est une question de vie ou de mort. Je pense que c'est assez simple comme définition. Et si vous prenez ça, ce livre, finalement, vous donne des éléments pour comprendre vraiment dans quelle situation nous sommes et aussi à quoi nous allons revenir, à des choses plus simples, je pense, qui vont être des politiques de l'environnement. Donc, on va se sortir de cette espèce de crise et du fait et de l'aspect religieux ou idéologique. Ah, parce que vous pensez qu'on arrive vraiment Euh, à la fin de cette écologie idéologique? je pense, il y a des éléments qui nous montrent qu'on arrive vers la fin. Alors parfois la fin peut être un peu longue Oui, oui, à oui, l'échelle c'est d'une vie certain. humaine. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que Clémence, il y a des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est ma dernière partie porte sur l'affaiblissement de l'écologie. Et un des signes qui montrent qu'il y a un affaiblissement, c'est que c'est la crise, tout simplement. Donc j'ai dit depuis le début que l'écologie, c'était la mise en scène d'une crise. Eh bien, il y a aujourd'hui des crises qui se manifestent et qui ne sont pas des crises spéculatives ou imaginaires d'une certaine manière. La crise financière, par exemple, hein, qui fait que les Français sont de plus en plus, enfin, comment dire, s'enfoncent un peu dans la pauvreté, vous voyez, et ils sont de plus en plus prisonniers des normes environnementales qui sont de plus en plus fortes et qui font qu'il est impossible d'avoir une initiative sur le territoire pour, je ne sais pas moi, agrandir sa stabulation quand on est agriculteur, parce qu'on va avoir des problèmes, construire une usine, même une route, etc. Ça devient de plus en plus difficile à cause des règles écologiques. Donc, dans la Eh oui. mesure où on est dans une crise financière et dans un appauvrissement, ça devient de plus en plus insupportable. Donc, c'est pour ça que c'est de plus en plus contesté. Oui. Donc, c'est en On l'a cela vu qu'on va avec les sortir de ZFE. cette Oui. idée. Oui. Voilà, les ZFE et toute la remise en place, remise en cause du pacte vert aussi à l'échelle européenne, etc. Et également, alors, autre crise dont vous parlez sur cette antenne aujourd'hui, c'est la crise, enfin, le retour des guerres finalement. C'est que nous allons avoir d'autres sujets prioritaires et qui sont des crises, mais qui cette fois se manifestent. Hmm. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que l'écologie attendait la manifestation de la crise. Eh bien, là, pour le coup, c'est des crises, des vraies crises. On est sûr que ce sont des vraies crises parce qu'elles sont là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas éternellement se situer dans une crise qui n'arrive pas, la crise écologique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes écologiques hein, Oui, ou oui. des problèmes Bertrand environnementaux. Alliot, on peut Je fais faire bien la un, différence. Bertrand Alliot, on peut justement faire un point là-dessus, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs ici sur le chat, en tout cas, qui nous disent oui, mais je comprends pas pourquoi Toxin s'inquiète pas de ce qui se passe autour de nous, la fonte des glaces, etc. etc. Juste, on va faire un point là-dessus. C'est pas parce qu'on dit que les réactions, on va dire, institutionnelles, normatives, qui ne sont pas efficaces et donc ne sont pas les bonnes réponses, qu'en plus elles sont punitives pour le peuple en général. Je pense aux ZFE, chers amis, où on l'a tous vécu. Toxin a été l'un des fers de lance contre ces ZFE. Je crois qu'on ne peut pas dire que les ZFE soient efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique ou je ne sais quoi. Par contre, c'est efficace pour lutter contre les Français qui ne peuvent pas, qui ne pouvaient plus circuler avec des voitures dites de gueux, comme dit Alexandre Jardin. Voilà, c'était ça l'efficacité. C'était pas autre chose. Bertrand Alliot, si vous voulez aussi répondre sur ce sujet. Oui, alors d'abord, un mot sur les auditeurs ou les spectateurs. En fait, je pense que la société est divisée sur ces questions. Donc, avec un tel discours tel que j'ai, mais notamment chez les souverainistes ou dans le camp de droite, disons, il y a vraiment, oui, de ce qu'on appelle des écologistes, comme je l'ai défini, qui pensent vraiment qu'on est dans une crise. Et donc, il faut vraiment réagir de façon très, très forte. Mais bon, moi, ce que je dis, c'est que d'abord, toutes les politiques mises en œuvre anti-CO2, si vous voulez, n'ont jamais produit le moindre résultat. Donc, la seule solution que nous avons, c'est de nous adapter
Oui. au changement climatique. Mais aujourd'hui, si vous voulez, là en France, la, euh, comment dire, les effets du réchauffement climatique sont pas tels qu'il faille bouleverser nos modes de vie. Enfin, faut pas exagérer. J'ai entendu récemment que Paris risquait de ressembler à Montpellier au niveau climatique. Ben, dis donc, je sais pas si Paris est vraiment organisé de façon très différente de Montpellier. Vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce qu'il faut mettre des centaines de milliards sur ce sujet-là? Donc voilà, il faut rester raisonnable. Oui, déjà peut-être Je sais pas si j'ai réfléchir. bien, je sais pas si j'ai bien répondu à Si, vos. si, non, Mais c'est ce mais, non, mais que c'est- j'invite en tout cas vraiment à essayer de comprendre, de chercher au fond de soi-même. Sur la biodiversité, par exemple, sommes-nous rentrés dans une forme de crise, etc. C'est toujours le même problème. ouais. Euh, Non, mais ce qui est important, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, c'est un peu aussi le cœur de votre livre. C'est-à-dire que les politiques qui ont eu lieu et qui ont été mises en place n'ont pas eu d'effet. C'est-à-dire c'est ça qu'il faut interroger aussi. oui, C'est-à-dire oui, tout à fait. les politiques de Vous contraintes et inquiétez pas, c'est normatives. que Non, non, mais on fait une petite je visite. branche, Nous je sommes en branche train de mon. visiter en direct l'appartement de Bertrand Voilà. Alliot. Non, non, Euh, je suis en vacances en Bretagne, mais j'y vais. Donc il y a la mer derrière moi, mais je fais D'accord. juste un petit. Voilà. Excusez-moi. Donc ça, c'est comme vous dites, les politiques anti-CO2 n'ont jamais eu d'effet. Donc en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on pourrait y croire si on était au début de l'histoire, mais on est plutôt, comme vous le dites, plutôt à la fin du phénomène. Et on a eu le temps plusieurs fois de voir qu'à chaque fois, on était contraints et que ces contraintes, si on regarde jusqu'au bout du fil, n'ont porté aucun fruit, à part celle de rendre la vie des Français, des entreprises, etc., plus compliquée. Voilà, c'est exactement ça. En fait, on veut changer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a des politiques, d'accord, on a réussi en Europe à diminuer de 2% nos émissions. Mais est-ce que ça a changé la concentration de CO2 dans l'atmosphère? Absolument pas. Et on a mis des milliards, des centaines de milliards d'euros sur cette question. Ouais. C'est absolument, comment dire, désastreux, délirant, idiot. Enfin, ça n'a absolument aucun sens dans ce qu'on est en train de faire, ou de ne pas faire finalement, parce Mm. qu'on met des centaines de milliards, mais on ne fait rien. Vous voyez? Ouais. Donc les seules politiques à la rigueur seraient de retourner dans la forêt, mais nous ne retournerons pas. Et en plus, le reste du monde n'est pas dans la même dynamique que nous. Eh oui, c'est ça Hein, aussi. c'est Ouais, bien toujours sûr. pareil, Ouais. c'est que je prends toujours le même exemple. En fait, l'Europe est un ermite, c'est-à-dire qu'il va dans la forêt, il veut mettre en forme de la décroissance, c'est le pacte vert européen, et en fait, le reste du monde fonctionne. Les Ouais. bistrots sont ouverts, les Ouais. restaurants marchent, etc. Tout le monde fait la fête. Vous voyez, donc l'ermite, c'est seulement sa vie à Tout lui seul, qui oui. change. Oui. C'est pas la vie des autres. Oui. Donc, moi, je veux bien, mais c'est complètement idiot. Mm. Voilà. Et en plus, il y a énormément d'incertitudes sur le climat. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de changer de sujet. Et même Jean-Marc Jancovici commence à parler de plus en plus de la biodiversité. Ou plein d'autres, oui, d'intellectuels, etc., où ils vous diront, Gaspard Koenig, juste pour le citer lui, en gros, le climat, c'est pas très grave, mais c'est surtout la biodiversité. Nous sommes en train de passer sur ce sujet-là, quoi. Oui. Ouais, donc, Et la biodiversité, excusez-moi, je fais juste ce point pour que vos auditeurs comprennent. Le climat, c'est la décroissance dans l'espace, puisqu'il faut qu'on atteigne, dans le temps, pardon, puisqu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone pour 2050. Hein, c'est les objectifs du pacte vert. Donc c'est absolument colossal comme politique. Et la biodiversité, c'est la décroissance dans l'espace. Donc pourquoi? Parce que dès que vous allez vouloir implanter quelque chose sur le territoire, vous allez être embêté parce qu'il y a des espèces protégées. Une mésange bleue, par exemple, c'est une espèce protégée. Enfin, il y a tout un tas d'espèces très comment dire, courantes qui sont des espèces protégées. Il y en a absolument partout, même sur votre balcon. Donc, vous allez pouvoir, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des initiatives économiques sur les territoires à cause des questions de biodiversité. Donc, entre le climat et la biodiversité, nous sommes vraiment dans l'espace-temps de la décroissance. Oui. C'est tout à fait net. Et bon, c'est très handicapant pour nous tous, quoi. Oui, bah ça, on l'a bien compris. Et on citait les ZFE qui sont le dernier exemple, mais il y en a tant d'autres. On peut aussi citer avant, on a parlé avec Fabien Bouglet, la fermeture de Fessenheim. Vous voyez qu'il y a des sujets comme ça, écologistes, qui tuent complètement l'économie française et donc notre économie à nous tous.
Merci beaucoup Bertrand Alliot pour ces explications. Je rappelle le titre de votre livre, Comprendre l'incroyable écologie, aux éditions Salvator. Et puis vous êtes aussi auteur de Une histoire naturelle de l'homme, aux éditions L'Artilleur, et vous êtes porte-parole d'Action Écologie. Merci beaucoup Bertrand Alliot et merci à vous tous. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.